Bonjour, bienvenue pour ce nouveau webinaire du CNCH. Une thématique un peu particulière aujourd'hui euh, qui concerne notre organisation et l'effectif nécessaire au fonctionnement d'un service de cardiologie. C'est pas une réponse facile. C'est peut-être pas la même réponse en fonction de qui répond, les médecins, euh, les, les, les directeurs. Mais il y a quand même des éléments à prendre en compte parce que derrière, on a le devoir d'assurer, bien en l'occurrence, une permanence des soins dans notre spécialité, hein. Donc, ça implique déjà pas mal de choses. Et en général, nous, en tout cas, on s'accorde bien avec nos directeurs là-dessus. Et puis après, il y a aussi tout l'aspect médical et puis d'exploration paraclinique qui nous concerne dans cette spécialité, au bloc pour l'imagerie. Bon, on va y revenir. Alors, pour parler de tout ça, nous avons. Alors, je démarre ma vidéo, pardon, ma vidéo n'avait pas démarré. Pardon, excusez-moi, ma vidéo n'a pas démarré. Je suis Jérôme Payet, président du CNCH. Et donc, du coup, pour parler de tout ça, nous allons avoir Simon Catan qui va nous faire la présentation concernant donc, notamment le travail qui a été fait à l'occasion du livre blanc du CNCH sur ce sujet-là. Et puis, nous avons deux personnes qui travaillent et qui connaissent bien ce sujet-là aussi, Stéphane Andrieux du CH d'Avignon et Régis Delaunay. On va vous laissez la parole à Simon Catan. Merci. Je coupe mon micro. Bonjour à tous. Je suis là pour vous présenter un travail qui a été fait dans le cadre du livre blanc du CNCH euh, pour euh, qui est un travail tout nouveau au sein de la cardiologie sur un référentiel en ETP médical en cardiologie hospitalière. C'est un élément important. D'abord, pourquoi cet élément? D'abord, que toutes les spécialités avec permanence des soins ont édité des recommandations. Le CNP, par exemple, d'anesthésie, réanimation, médecine post-opératoire vient d'éditer un document. La Société française de réanimation de langue française enfin, toutes les sociétés, avec On notamment les t'entend pas sociétés très avec bien, permanence des Simon. soins. Si tu veux parler bien dans le micro, s'il te plaît. Ok, très bien, excusez. Je disais, Beaucoup vous mieux. m'entendez bien là, c'est bon? Oui, beaucoup mieux. Bon. Ok. La plupart des spécialités ont des référentiels en temps médical. C'est important de savoir combien il faut de médecins pour faire fonctionner un service. C'est un document référentiel pour la spécialité. Malheureusement, la cardiologie n'a pas ce document-là. Et donc, je m'étais dit dans le cadre du livre blanc du CNCH, avec Stéphane Andrieux du CH d'Avignon, de faire un document qui soit un peu le référentiel de les spécialités en termes d'effectifs médicaux. Donc, comme je l'ai dit, toutes les spécialités ont quasiment maintenant un référentiel. Deuxième élément, c'est un élément nouveau en janvier 2005. Il y a eu une loi qui a été votée pour instaurer un nombre minimum de soignants par patient hospitalisé. Donc, effectivement, dans les hôpitaux, il y a des référentiels très variables. Il y a une infirmière pour 14 lits, d'autres pour 10 lits, etc. Il va y avoir un référentiel qui va être fait par la HAS et qui va être voté. Maintenant, c'est une loi. Donc, il y aura un certain nombre de référentiels, spécialité par spécialité, pour les effectifs médicaux. Donc, il manquait un document pour la cardiologie sur lequel nous, on a souhaité travailler. Alors, pourquoi ce référentiel? Dans un premier temps, c'est la qualité et la sécurité des soins. Il est bien clair que quand on est en effectif suffisant, la qualité des soins, la sécurité des soins, elle est meilleure. Deuxième élément, c'est l'attractivité du service. C'est clair que un service qui sera bien fourni, une activité correcte en termes de TP, on aura envie de venir y travailler. Deuxièmement, c'est la qualité de vie au travail des praticiens hospitaliers. On parle de plus en plus, c'est une maladie qui n'existait pas il y a quelques années, c'est le burn-out. Si effectivement on veut avoir une bonne qualité de vie euh, au travail, c'est important d'avoir ce référentiel. Alors pourquoi également? C'est aussi la nouvelle génération, ce qu'on appelle la génération Z. Il y avait un dicton avant travailler plus pour gagner plus.
bah, il y a des centres de médecins qui disent, bah, moi, je veux travailler moins, plus vivre mieux. C'est clair que le profil de nos générations, où on ne savait pas à quelle heure on rentrait du travail, etc. Il y a beaucoup la jeune génération maintenant veut maîtriser son temps de travail et trouver un équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Ça, c'est un paradoxe. Tous les hôpitaux sont en difficulté budgétaire et les directions veulent maîtriser les budgets. Ils te demandent de justifier le temps médical et savoir quel est le temps médical disponible. Et c'est de temps en temps bah, une manière de faire des économies en s'appuyant sur la masse médicale salariale des médecins. Alors, quels sont les outils actuels? Ben, les outils pour défendre, c'est ben, un chef de service, hein, moi j'ai connu ça, c'est crier fort dans les instances, c'est aller voir ce qu'on appelle les visiteurs du soir, mettre en avant ses relations avec la direction, aller voir le directeur pour circuiter les instances, jouer la diva en disant oh là là, retenez-moi, je passe dans le privé, faire des accords, tu votes pour moi, puis enfin ce que j'appelle passe-moi la rhubarbe, je te passe ton CV. C'est tu votes pour ton poste et je voterai pour le tien. Et puis promettre des recettes exceptionnelles. Donc, je pense que c'est des outils qui sont pas très rationnels et je pense qu'il faut éviter ce type d'outils. Voilà, donc l'outil du CNCH, c'est définir un référentiel en termes de temps médicaux. Alors, euh, ce que doit pas être ce référentiel, c'est un outil, un business plan, un outil d'évaluer la productivité médicale. On n'est pas rentré dans des système d'évaluation de la productivité, savoir combien des cours on devait faire dans une demi-journée, combien de cours, etc. C'était simplement définir des besoins en termes de temps médical. C'est pas un outil pour évaluer la productivité du service. Ça pourrait l'être, on pourrait aller plus loin, mais c'est pas été notre objectif. Voilà. L'objectif, c'était de permettre aux équipes, aux équipes réduites, de justifier des demandes de recrutement. Alors, la cardiologie, c'est une spécialité complexe. Il y a des soins critiques, il y a des hospitalisations traditionnelles, il y a des hôpitaux de jour, des hôpitaux de semaine, il y a un plateau technique, invasif, non invasif, il y a des lignes de garde, euh, et il y a des contextes locaux qui sont très variés. La taille des services est très variable en fonction des endroits. Donc, ça a été une des difficultés qu'on a eues pour élaborer ce référentiel. On a eu des problèmes avec les internes. Alors, les internes et les loyens, on nous dit les internes sont présents dans les services pour se former, pas pour assurer le fonctionnement quotidien du service. Donc, on a fait une quote-part, on en parlera tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a décidé sur les internes. En version, on a voulu être en réalité avec le monde réel. Les internes, ça aide un peu à faire fonctionner les services, mais on peut pas faire fonctionner le service avec les. On a eu également des difficultés sur les internes titulaires des étrangers. C'est souvent des vrais seniors, mais ils sont inscrits à l'ordre. On a fait une quote-part, mais on n'a pas considéré que c'était des seniors. L'hospitalisation traditionnelle, combien de seniors de lits, ça c'était aussi nos difficultés, les variations saisonnières, parce que euh, en fonction des saisons, les saisons pleines, les saisons avec des vacances scolaires, et des saisons avec des semaines avec fermeture de lit, c'est pas toujours facile. Et on a eu un adage, on n'est pas au four au moulin. Donc, on a dit, quand on est à l'écho, on est à l'écho, on n'est pas en USI. Quand on est en USI, on n'est pas en courant. Donc ça, c'est clair. On n'est pas au four au moulin, on n'a pas voulu, on n'est pas possible d'être omniprésent. Et on a eu aussi du mal un peu c'est nos difficultés. On compte à le temps consacré à la recherche, au management et participation aux commissions de soins. Voilà. Donc on a mis ce service, cet outil, il est téléchargeable sur sur le site du livre blanc du CNCH et on s'est inspiré de la méthodologie de l'ANAP. Donc les différents référentiels, il y a l'USI, le site traditionnel, les USC, l'hôpital de jour, les consultations internes, les consultations externes, l'imagerie cardiaque. Dans l'imagerie cardiaque, on a inclus euh, tous les postes d'écho, l'IRM et le scanner cardiaque, le temps aussi qu'on passait en imagerie de peau.
La cardiologie interventionnelle sur le plateau technique invasif. Et la rythmologie, on l'a divisé en rythmologie interventionnelle et rythmologie non interventionnelle. C'est essentiellement euh, les, euh, les lectures de Voltaire et les contrôles de stimulateurs cardiaques. Voilà. Donc, en fait, il y a des éléments sur lesquels ils sont incontournables. Quand on est à l'imagerie cardiaque, consultation, c'est une demi-journée de travail. Voilà. Un plateau technique interventionnel, on doit avoir, enfin, une salle de choro, ça fonctionne 7 jours sur 7 à 24. Donc, il y a 2 demi-journées de travail. On a une salle de choro, on multiplie par 5 jours, ça fait 10 demi-journées de travail. Et après, on a inclus effectivement la permanence des soins. L'imagerie cardiaque, c'est la même chose. On a 4 postes d'écho, donc les postes d'écho sur la temps plein, ça fait 10 demi-journées de travail pour une semaine, ça fait 40 demi-journées de travail. Les consultations externes, c'est la même chose, vous avez 10 praticiens, donc vous avez 10 demi-journées de travail. Donc ça n'a pas été une grosse difficulté. Les internes, on a fait une quote-part, on a considéré que quand il y avait un interne, on a considéré que les internes, quand ils apprennent en écho, ils sont en salle de cours, ils ne servent à rien. Ils sont là pour apprendre leur métier. Et quand ils sont en salle, en usine, en hospitalisation, ils nous aident. On a considéré que ça pouvait diminuer de 50% le temps médical. Voilà. Donc, on a considéré que les astreintes, c'était du temps de travail additionnel, donc c'est pas des journées de récupération. Je sais qu'on a la possibilité de faire les deux, mais dans dans la quasi-totalité des services, les astreintes, c'est du temps de travail additionnel, pas récupéré. Donc, on a défini trois types de semaines, les semaines standards, les semaines de vacances scolaires avec fermeture de lit, plateau technique et les consultations travail avec une diminution de l'activité et les semaines de vacances scolaires avec fermeture de lit. Alors, faut dire que vacances scolaires, ben, c'est pas la même chose partout. Je pense que les vacances scolaires à Avignon, à Aix et à Saint-Brieuc, et en région parisienne, ben, il n'y a pas la même intensité de travail en termes de vacances scolaires. Voilà. Donc, je vais vous montrer maintenant comment fonctionne cet outil. On va passer sur le tableur Excel. Vous avez un petit tableur Excel. Et voilà. Donc, comment on a fonctionné? Euh, pour l'USI, l'USI, c'est sans compter la permanence des soins. Donc, c'est 7 jours sur 7. C'est 7 jours de travail, c'est 14 demi-journées. Un poste à l'écho, c'est une demi-journée de travail. Une consultation, c'est une demi-journée de travail. La garde, bon, ben, c'est 2 demi-journées de travail, considéré comme 2 demi-journées de travail, et pas 3 comme les réclamaient les syndicats. Voilà. Donc là, c'est sur le référentiel, on va pas trop insister sur le référentiel. On a enlevé les jours fériés, on a enlevé les week-ends, les congés annuels. On a même intégré le taux d'absentéisme quand il y a des absences. Hein. Il y a, en moyenne, les médecins ont 2,8% de taux d'absentéisme, hein, ce qui est relativement faible parce que le personnel non médical a un taux d'absentéisme beaucoup plus élevé. Et on a considéré que il faut les seniors un temps non posté, ça c'est de toute façon c'est dans les textes, c'est dans la loi, consacre une demi-journée pour préparation du staff, la vidéo, euh, les passages en commission, et pour un chef de service, c'est 2 demi-journées de travail par semaine. Voilà. Donc une fois ça, c'est notre référentiel. Alors vous, quand vous voulez vous le faire sur votre service, il y a 2 éléments. Premièrement, vous marquez le nom de votre service, mais ça c'est un peu accessoire, et puis vous définissez semaine par semaine. Voilà, en semaine standard, les semaines vacances scolaires sans fermeture de lit, les semaines avec fermeture de lit. Sur chaque poste, le nombre de lits ouverts. Bon là, j'ai un peu fait qui correspondait à mon ancien service. On avait 12 lits d'USI. On fermait pas quand il y avait des vacances scolaires, mais par contre, on passait à 8 lits d'USI quand on était en vacances scolaires. Le nombre de lits de salle, c'est à peu près identique, mais pas. En vacances scolaires, on diminuait. Voilà. Donc, on remplit tout ça. Je vais peut-être pas t'expliquer là-dessus parce que ce serait fastidieux.
On avait 4 postes d'écho et puis on avait 4 demi-journées où on allait au scanner à l'IRM, donc 44 ici. Et ici, en vacances scolaires, il y avait des postes d'écho qui fermaient, hein, parce que les médecins étaient en vacances et puis il y avait moins de demandes. Voilà. Et quand on fermait des lits, ben, il y avait que 2 postes d'écho qui étaient ouverts et pas 4. Voilà. Donc on a compté ici pour la cardiologie interventionnelle, 10 demi-journées. Pour la rythmologie invasive, 10 demi-journées en semaine standard. Par contre, c'est souvent du programmé, j'allais dire, en 10 minutes d'activité quand on était sans fermeture de lit. Voilà. Et là, on définissait, après, troisième étape, c'est de définir le nombre de semaines standard. Je pense qu'il y a, en fonction des régions, ça change. Nous, on avait 8, moi j'ai compté 8 semaines de vacances scolaires sans fermeture de lit. Ça correspond souvent aux vacances de Noël, aux vacances de février, aux vacances de printemps. On n'avait que 3 semaines où on fermait les lits. On avait 5 à terre. Voilà. Et les résultats, ça donnait ça. Et on avait on a théoriquement besoin de 18 ETP. Manifestement, ça c'était 18 ETP sans prendre nos congés de formation. Et s'il fallait prendre les congés de formation de façon totale, je rappelle que les PH ont droit à 15, 15 jours, 3 semaines plutôt, 21 jours de congés de formation. Si je me souviens bien, c'est 3 semaines, mais malheureusement, tout le monde ne les prend pas et ça dépend si on prenait ou pas ces RTT. Il y a, dans la plupart des services, les RTT sont pas pris et si on compte ça avec les RTT, on tombe voilà, à un équivalent de 22 ETP, mais le plus souvent, on est en sous-effectif et dans beaucoup de services, on est de l'ordre de 15 à 16 ETP. Voilà, donc hein, c'est un petit peu comment fonctionne cet outil, il est relativement simple. Je repasse au diaporama. Alors, je vais peut-être laisser la parole à Stéphane qui veut peut-être dire un mot sur les l'USIC en temps continu. Merci Simon, vous m'entendez là? Vous Oui, m'entendez? oui, moi je Oui, t'entends, oui, très bien. Stéphane, oui. Euh, alors, nous dans le service, effectivement, on fonctionne pour une partie en temps médical continu, c'est-à-dire qu'en fait on compte nos heures de travail et on déclare nos heures. Ça, c'est basé sur le fait qu'on considère que quand on prend des gardes aux soins intensifs, hein, comme c'est le cas pour la réanimation et pour la néonate, par exemple, hein, l'activité de jour et de nuit est relativement comparable et ça justifie qu'on puisse avoir un temps continu. Ce qui fait des jaloux d'ailleurs dans les autres spécialités parce que finalement c'est le décompte le plus juste de notre temps de travail et finalement tout le monde devrait fonctionner comme ça. Bon, toujours est-il que donc il y a une partie du service qui est la majorité, hein, ceux qui prennent des gardes aux soins intensifs qui sont en temps continu, et l'autre partie qui fonctionne encore en demi-journée. Ce qui rajoute quand même une strate de complexité dans le calcul des ETP. Et on en discutait avec Simon. Je ne suis pas sûr que ça change quelque chose de, 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 de mettre du temps continu. Je pense qu'il faut faire le calcul en restant en demi-journée. D'abord, c'est plus parlant parce que là, 110 heures, 70 heures, je ne sais pas très bien ce que ça représente. Je pense qu'il faut quand même rester sur des demi-journées, même si on est organisé en temps continu. Le temps continu, c'est simplement de valoriser notre temps de travail et ça ne change rien pour l'organisation. Voilà ce que je pouvais dire là-dessus. Je te relaisse la En parole. fait, effectivement, il y a un débat. Je vais terminer la présentation, puis après on en discutera. Effectivement, il y a un débat au niveau des syndicats de médecins. Oui, Régis, si tu veux intervenir tout de suite. Ouais, juste sur le point, vous m'entendez, c'est bon? Oui, oui. Juste sur ce point là de l'USIC, de la garde et du temps continu, nous on a, alors je pense qu'on ne doit pas être très nombreux au niveau national. Nous on a fait le choix et on avait négocié avant la revalorisation des gardes dans le cadre du Ségur. On avait fait le choix, on avait réussi à obtenir la revalorisation des gardes pour les spécialités à garde. Alors il en restait plus beaucoup dans l'hôpital, mais il y avait pédiatrie, gynéco-obstétrique et cardio. On avait fait le choix en fait que la garde soit reconnue comme 3 demi-journées, ce qui évitait le passage en temps continu.
Et donc ça a évité les galères, mais donc on a obtenu que la garde est reconnue comme 3 demi-journées, ce qui a un impact financier non nul et en termes de récupération aussi, hein. Félicitations, bah, c'est une demande, et bravo à vous et bravo à votre direction, parce que c'est une demande de nombreux hôpitaux et des syndicats, en tout cas, euh, effectivement, en plus, ça a une logique, hein, si la garde, elle commence à 18 heures et elle se termine à 9 heures, euh, une demi-journée de travail, c'est 5, c'est beaucoup plus que ça, et donc c'est important que ce soit bien valorisé. Voilà. Et donc, en conclusion, je dirais que le référentiel en ETP médical représente un outil clé pour les services de cardiologie. Il permet de justifier les postes médicaux, il permet d'assurer la qualité et la sécurité du soin, et il permet de renforcer l'attractivité du service. Voilà. Donc, je vais arrêter le partage et je vais vous laisser discuter ou voir un petit peu ce qu'il en est si on a d'autres questions. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que nous, moi, je suis à votre disposition pour vous donner ou transmettre tous les renseignements sur la méthodologie ou d'autres documents euh, qu'on a eu dans le cadre de ce travail. Et voilà, donc, et en tout cas, je pense que ça, c'est un outil qui peut vous aider à obtenir des postes là-dessus. Moi, j'aimerais bien qu'on aille même un peu plus loin parce que c'est un outil qui est celui du CNCH, mais je pense qu'il faut le diffuser à l'ensemble de la spécialité et parce que dans les autres spécialités, c'est la société. Par exemple, de langue française de réanimation, c'est le CNP d'anesthésie. Je pense qu'il faut absolument que cet outil soit diffusé dans la plupart des hôpitaux, qu'ils soient universitaires ou non universitaires. Merci beaucoup, Simon. D'abord, donc, pour accéder à cet outil, c'est sur le site internet du CNCH. Quel onglet tu peux préciser, on le trouve facilement? Ah, il est dans le diaporama. Là, c'est un peu difficile de vous donner l'anglais, mais je l'ai précisé sur le diaporama. Et On sinon, le de toute façon, il trouve. faut envoyer. On envoie un mail à Émilie, à notre assistant de direction, ou un mail à moi si j'avais quelqu'un là. Il n'y a pas de souci. On pourra vous transmettre le lien. C'est cnch@sfc.fr, hein. Le mail d'Émilie, si jamais vous voulez avoir accès. Mais on peut y avoir accès directement sur le site, on peut le trouver? Le site, il est Ah, accessible assez facilement, hein. D'accord. Bon, donc ça, c'est important. il est téléchargeable facilement. Je pense que Bon, on je va pense sur le site du CNCH, on fait sur l'outil de recherche et puis que- vous pouvez l'avoir D'accord. facilement. En tout cas, c'est une information clé. Le travail que vous avez fait est remarquable. Euh, il avait été fait, effectivement, comme tu as parlé de référentiel, pour les paramédicaux aussi, hein. Par exemple, on sait que c'est normé aux soins intensifs. Ça ne l'est pas de la même façon en unité. Et on se rend compte que dans notre métier, la notion d'organisation du temps médical et paramédical, d'ailleurs, mais enfin, aujourd'hui, le sujet, c'est médical, est un vrai sujet qui souvent a été comblé par la bonne volonté des générations avant la génération Z, comme tu disais, là, qui a peut-être un peu moins envie de se dupliquer. Des fois, c'était très inconfortable de faire deux choses en même temps. Donc là, voilà, tu as mis des conditions, enfin, vous avez mis des conditions où les gens font ce qu'ils ont à faire dans un temps donné. Alors, après, tu n'es pas allé jusqu'à dire combien on doit faire dans une vacation de consultation ou combien on doit faire d'échographie. C'est aussi peut-être un sujet que là, la direction peut nous demander en contrepartie. D'ailleurs, hein, elle nous dit, OK, très bien, je vous donne du temps médical pour faire ça, mais vous devez remplir vos vacations comme ça. Ça, vous l'avez pas creusé ce côté-là. On n'a pas voulu aller jusque-là, c'est pas notre rôle, hein. Notre rôle, c'est de définir un temps médical. Après, c'est voir au niveau, faire du business plan, faire du calcul, combien d'échos, combien de consultations, etc. On n'a pas voulu aller, c'était pas notre finalité. Mais ça peut se décliner, hein, ça peut Parce se que, décliner. effectivement, Mais, mais les contrôles de gestion, c'est à chaque hôpital parce que, je veux dire, euh, c'est très variable d'un hôpital à l'autre. Donc, on peut pas donner un référentiel. Après, on le décline dans un hôpital, hôpital par hôpital. et tu penses qu'on a les moyens de faire tout cela? Enfin, parce qu'après, il y a une question de moyens. On vous dit, oh, bon, très bien, c'est bien, mais
on n'a pas les moyens, ou alors attendez, justement, on gagne du temps avant de nous donner des réponses. Enfin, ça a souvent été comme ça. Euh, Même si moi je trouve en tout cas qu'à Aix, en tout cas ça l'est moins actuellement, mais pendant longtemps ça a été très, très, enfin, ça a vraiment eu cette tournure-là. Faites ce que vous pouvez, puis on verra bien après. Donc là, dans ton expérience, enfin ou dans votre expérience tous les trois, avec vos directions, il y a eu un impact de ce rationnel. C'est entendu par la direction. C'est comme c'est bien posé, c'est bien établi. Est-ce que ça du coup a un impact? Est-ce que vous voyez, vous avez pu parler mieux avec vos directeurs avec cet outil-là? Alors moi, maintenant, je suis plus actif, mais moi, ça m'a permis de conserver les postes. Voilà, parce qu'il y a un moment où on rabote. Le directeur a dit on va raboter dans les postes médicaux. Moi, à l'époque, ça m'a permis au moins de conserver les postes et de prouver déjà que j'étais en sous-effectif. Et là, c'est à vous Stéphane, Régis, et vous-même, vous êtes maintenant encore en activité. Euh, Moi, mais, cet outil m'a pas servi directement, mais je m'en suis servi pour faire un plus dans ça a été un élément supplémentaire. Le problème, c'est qu'il faut que ce soit un outil qui soit reconnu par tout le monde, validé et reconnu par nos directions. Qui le reconnaît aujourd'hui? Alors, nous, pour le coup, alors, mince, je sais plus si. On t'entend. Oui, excuse-moi. Nous, pour le coup, alors, c'était vraiment une démarche institutionnelle, hein. Je rappelle que je suis président de CME depuis 18 mois, mais j'étais vice-président de CME avant et j'ai cumulé en plus la fonction de chef de pôle et donc j'avais vraiment ce sujet des ETP dans les équipes qui remontait. On a aussi, on a tous des problèmes d'attractivité hein, dans les hôpitaux publics. Donc en fait, on m'affichait toujours, non mais là, on peut pas recruter parce que vous êtes à l'effectif théorique. Et donc, j'ai posé, je pense, 200 fois en réunion la question, mais c'est quoi un effectif théorique? Et pendant 200 fois, je n'ai eu aucune réponse. On m'a dit, bah si, c'est l'effectif déclaré au CNG, donc c'est le nombre de postes créés au moment au CNG. Je suis, mais quand est-ce qu'ils ont été déclarés? Et est-ce que vous avez fait évoluer le nombre de postes en fonction de l'activité? Est-ce qu'on a mis en regard l'activité en fonction du nombre de postes ou pas? Et donc, nous, on a fait le choix. À l'époque, j'étais pôle pilote et on leur a dit, on va travailler avec l'ANAP, l'outil de l'ANAP, et on va commencer déjà par faire l'état des lieux, c'est-à-dire à partir des tomes, on a pris quelques services pilotes, on a dit on va étudier, on va faire les tomes sur des services et on va regarder explique ce que c'est un tome. en fait c'est l'outil initial que propose le CNCH, mais qui avait été créé par l'Agence nationale de l'appui à la performance, où donc l'idée c'était de mettre en balance en fait et en fait d'objectiver en fait l'activité l'activité et la présence en fait des praticiens et de la mettre en regard de l'activité postée, réalisée et effective. Et en fait, on leur a montré que bah, effectivement bien souvent les équipes en poste sont en sur-régime, c'est-à-dire que par rapport au TOM, en fait, au train d'organisation médicale et aux résultats qu'on peut obtenir avec l'activité qu'on saisit initialement, bien souvent, on est à -2, -3 ETP. Bon, alors, certains diront, enfin, les directeurs diront, les trames d'organisation médicale de l'ANA, c'est inflationniste, probablement. On en a tenu compte et nous, on a pris le parti maintenant de généraliser les trames d'organisation médicale, même pour les services. Moi, on me dit, il y a certains services qui me disent, de toute façon, moi, j'ai trois postes vacants, ça sert à rien que je fasse mon tome. Ouais, en fait, tu as trois postes vacants parce que, en fait, t'as pas fait ton tome, que vous êtes en sur-régime et que l'affichage d'un effectif théorique, je dis n'importe quoi, une équipe en sur-régime avec un effectif à 8, alors que le tome, il annonce plutôt 10 ou 12. Alors peut-être que s'ils sont que 4 PH, il faut peut-être se poser la question pourquoi ils sont 4 PH. Et bien souvent, c'est parce que moi j'ai eu des intérimaires dans des services qui ont débarqué et qui au bout d'une semaine ont dit au PH en poste, non mais les gars, mais jamais je signe chez vous, vu l'activité que vous avez, c'est insoutenable. On ne signera jamais. Et donc ça nous a remis en question, ça a remis la direction ça a fait réfléchir les directions et on s'est dit bon bah on va essayer de faire les tomes pour tous les services. Une fois qu'on a posé, alors il y a une phase de validation, c'est-à-dire que c'est là le plus dur en fait, parce que l'outil, il est ce qu'il est, et il peut être critiquable, et sa façon de renseigner, la façon de chaque équipe et des chefs de service de renseigner les activités peut être critiquable
en permanence par les équipes de direction, le PCME. Et donc, on a mis en place une méthode on va dire, de validation du tome proposé par le service. C'est-à-dire que le chef de service remplit son tome, il passe devant le trinôme de Paul, il y a une vision un peu administrative et polaire et la directrice d'affaires médicales. On prend connaissance du tome. S'il y a enfin, s'il y a, je sais pas, s'il y a des activités qui sont délirantes ou finalement, bon, il peut y avoir une correction. Et en fait, il y a une phase de validation finale en directoire où on dit, OK, on valide que ce tome, c'est-à-dire que pour, pour cette activité globale du service, il faut tant de TP. Et donc l'intérêt, après, c'est possiblement de se dire, bon, bah effectivement, là, le tome, il dit plus 5 ETP. Bon, vous allez peut-être pas faire plus 5, mais on vous autorise quand même la création de 2 postes pour l'activité qui est affichée là. Et demain, ou dans 5 ans, dans 3 ans, quand le service se dit, je sais pas, je me lance dans telle nouvelle activité, on crée telle nouvelle activité et offre de soins, et ben ça se surajoute à la trame d'organisation médicale initiale, et donc ça va générer des effectifs supplémentaires que la direction, là pour le coup, c'est l'outil qui va, enfin vous avez juste à présenter les chiffres de l'outil en disant, bah moi je fais telle activité en plus, j'ai besoin de tant d'équivalents temps plein en plus, et la direction, comme ils ont déjà validé le tome initial et que vous avez fait une EME, une étude médico-économique potentiellement et que vous montrez que, bah oui, il y a besoin de recruter et que c'est économiquement rentable, ils peuvent que adhérer à votre méthode. Pour l'instant, chez nous, ça fonctionne bien et on a vraiment gardé la méthode. On l'a déployée pour l'instant sur 6 7 services. On va industrialiser un peu plus parce qu'au début, c'est un peu long quand même à mettre en place. Et puis, il faut réussir à convaincre les équipes à la fois administratives, les équipes médicales. Mais l'objectif, c'est vraiment généraliser sur tout l'établissement. Alors, on n'a pas trop parlé, Simon n'a pas parlé, il y a la question aussi de l'activité territoriale, hein, parce que quand vous êtes en activité en intersite, à faire des consultations avancées, bah, effectivement, vous n'êtes pas dans votre service. Donc ça, il faut vous retirer cette quantité de temps de l'effectif global. Il faut que ça soit bien pris en Ah compte. oui, à la limite, c'est bon. Non, mais écoute, c'est une réflexion pertinente. On peut rajouter une ligne dans le tableur Excel. Alors nous, Euh, on l'a pas rajouté, mais on l'a mis dans les commentaires, parce qu'à partir du moment où c'est le tome de ton service et que tu n'es pas dans Bien ton sûr. service, il vaut mieux... Bien sûr. De toute façon, si tu es, par exemple, tu as prévu de faire des consultations, ben, tu fais. Nous, on a été, on faisait 15 consultations et 15 cardiologues, donc on mettait 15 cardiologues par semaine en semaine pleine. Donc, bah, toi, si tu en as tu as 3 cardiologues ou 4 cardiologues qui sont déportés, bah, tu rajoutes dans la ligne consultation, en fait, en fonction de ce qu'ils font, soit de la consultation, soit du plateau technique en dehors. Ils font du plateau technique, de l'imagerie, de l'échographie en dehors sur les équipes tutorielles. Il faut la rajouter à, à l'équipe là-dessus. Les directeurs, en fait, ils ont besoin qu'on leur parle et qu'on soit pédagogue, hein, en fait, il n'y a pas besoin d'avoir, effectivement, parfois on peut hausser le ton. Et puis moi, de par ma fonction, je passe beaucoup de temps dans le bureau de la directrice, donc je répète, je répète, je répète. Mais pour le coup, enfin, moi, en tant que PCME, j'ai considéré que si c'est pas le PCME qui défend les effectifs de ses équipes médicales au regard de l'activité, donc il faut que ce soit honnête, hein. L'idée, c'est pas effectivement que ton pote, chef de service de néphro, lui octroyer 3 postes supplémentaires parce que tu joues au padel avec lui le soir et qu'il t'a promis de te laisser gagner la fois suivante. Je sais pas. Enfin, Voilà. c'est Attention, Jérôme joue au padel, hein, il est très oui, bon au c'est pour ça, padel. c'est exactement pour ça. Je ne savais pas comment le caser à un moment, mais là, j'ai Ah, réussi ça à a le cassé, caser. ouais. Voilà. C'est Bon, pour ça que j'ai dit, dans les outils actuels, il y a passe-moi la scène, etc. T'as des Exactement. relations. Donc je pense que c'est pas sain d'avoir ce type de Et donc, démarche. ça permet quand même aux chefs de pôle et aux présidents de CME aussi de défendre les effectifs de leurs équipes. Et puis finalement, quand on a une équipe de direction qui est responsable et qui est à l'écoute, ça passe, hein. Et voilà. et quel conseil tu donnerais alors, Régis, voilà quelqu'un qui nous écoute, qui a un service sous-doté en médecin, en cardiologue. Alors ça peut être aussi parce qu'il a une grosse activité qui a augmenté récemment, mais ça peut être aussi tout simplement qu'il est sous-doté. Comment il prend ce document, il amène ça devant
le directeur? Enfin, comment tu conseilles aujourd'hui, voilà, très pratiquement, comment il faut faire? Du Bah, début à la fin. Tu prends rendez-vous, tu prends rendez-vous le jour plutôt que le soir plutôt que le matin. Comment tu fais pour être efficace, pour avoir une adéquation entre l'offre et la demande dans ton service? alors j'imagine, enfin alors nous pour le coup, dans notre exemple, c'est du coup maintenant c'est l'institution, c'est la direction et la présidence de CME qui vont vers les équipes. On est dans une démarche un peu inverse. D'accord? Pour les services, alors s'ils sont isolés dans un établissement où le directeur a jamais entendu parler des trames d'organisation médicale, déjà, il va falloir qu'il fasse preuve de beaucoup, beaucoup, beaucoup de pédagogie pour réussir à embarquer, à embarquer le directeur. Je pense que de passer par le président de CME et le bureau de CME et le chef de pôle, c'est peut-être la meilleure attitude. Travailler, faire l'exercice de faire son tome avec son équipe, ça permet de faire le point sur l'activité réellement réalisée dans son service. Et puis après, faire des simulations en fonction de l'évolution de l'activité souhaitée. Alors déjà, s'il y a une adéquation entre le tome, entre le résultat du tome et l'effectif réel, et s'il y a vraiment un décalage, après, souvent le décalage, on se rend compte parce que le décalage, il doit être corrélé aux plages additionnelles générées si elles sont bien déclarées. Alors, je ne sais pas comment c'est déclaré dans vos établissements, mais nous, on est quand même très à cheval là-dessus, on a une direction qui suit. Nous, on a vu par la suite créer des postes à un moment donné, mais sous condition que l'ensemble de l'équipe médicale ont contractualisé pour mettre en balance la diminution des TTA qu'on générait. Donc on disait, nous on veut récupérer un peu de qualité de vie. C'est pas possible à l'heure actuelle parce qu'on n'est pas à l'effectif. Donc, quand on sera à l'effectif, on s'engage à diminuer, je sais pas, de 40% les TTA sur l'année, ce qui finance finalement une partie du poste, sachant que le reste du poste, il est financé par l'activité, hein. Bon, soyons honnêtes, hein, je veux dire, quand on embauche un médecin, qu'est-ce qui crée de l'activité dans un hôpital? C'est quand même d'embaucher des médecins, hein. On est d'accord. On est d'accord. On a un directeur qui a compris ça. J'ai l'impression que c'est la première fois qu'on a un directeur qui a compris ça. Mais effectivement, c'est ça qu'il faut leur faire comprendre s'ils l'ont pas compris déjà. C'est exactement ce que tu viens de dire. C'est le médecin qui crée l'activité. Donc effectivement, embaucher des médecins, c'est tout à fait cohérent. Après, il y a la permanence des soins aussi. Nous, on est à cheval pour défendre le fait de recruter des médecins. Donc, on a trois secteurs, en gros, hein. On a le secteur choro, rythmo et imagerie. Et ce sont les pôles d'attractivité. Et on essaye de demander aussi des moyens pour pouvoir les recruter, ces gens, pour qu'ils viennent. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir des postes, aussi qu'ils viennent. Et derrière, il y a la PDS. C'est-à-dire que si on n'a pas, si la PDS, si on n'a pas recruté, on est en difficulté pour faire tourner la PDS. Et s'il y a moins de gens pour la PDS, tu as aussi plus les repos de sécurité entament aussi l'activité. Donc, tout ça, effectivement, c'est très lié. Toi, Stéphane, tu aurais aussi quelques trucs astuces à donner pour se présenter devant, alors, soit le directeur, soit comme la conseillère Régis, plutôt le président de CME qui va aller te faire l'interface. Comment tu fais pour obtenir des postes, toi? Euh, Directement avec ce référentiel, pour l'instant, je ne l'ai pas fait, mais j'envisage de le faire. Nous, on a un petit peu contourné en fait en créant des postes dans le service qui sont des postes un peu partagés avec du temps sur les hôpitaux périphériques. Et du temps qui est dédié, qui est une demi-journée hein, ou une journée par semaine, permettait de créer un poste dans le service. Ça, c'est les trucs qu'on a utilisés. En fait, on s'est basé pour l'instant, toujours sur l'activité, en fait, hein, de dire qu'on va développer une activité qui va prendre un temps qui est un temps modéré pour créer les postes. Euh, Effectivement, ce référentiel permet mais voilà, euh, je pense que le travail pédagogique, il est pas évident et qu'il soit mené par le PCME, je pense que c'est une bonne chose, parce que c'est finalement lui qui voit le directeur le plus souvent. Euh, euh, je suis pas sûr que là, un directeur, dès la première écoute de ce référentiel, va dire, bah oui, allez-y, créez 5 postes, hein. Moi, j'ai fait la simulation dans mon service, on est 15 hein, déjà. La simulation, ça l'évalue à 19 ou 20, hein. Si je dis il faut 5 postes de plus, il va falloir de la pédagogie.
Enfin, d'accord. Donc, on retient l'outil, on retient le président de CME plutôt, et puis on retient ce que tu as dit, les postes partagés parce que c'est à la mode, c'est vrai, hein, les ARS soutiennent ça, parfois financent d'ailleurs des postes partagés au moins pendant les premières années. Donc ça aussi, c'est des moyens de gonfler notre effectif et d'arriver à être en adéquation. Est-ce que les uns les autres, parce qu'on va pas trop tarder, on a déjà presque 45 minutes, donc euh, qui est, est-ce qu'il y a un mot de la fin? Est-ce qu'il y a une question avant le mot de la fin? Peut-être c'était Régis qui devait faire le mot de la fin. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques avant de donner la parole à Régis pour conclure? Moi, j'avais une dernière ouverture, mais là, j'y réfléchis en même temps qu'on en parle. En fait, j'ai eu une visite récemment de la SFMU hein, je crois que c'était SFMU pour une problématique d'activité dans un centre 15. Et en fait, je me suis rendu compte enfin, ils se mettaient en position un peu de consultant et d'expert, et c'était pour travailler sur justement les organisations. Je me dis qu'après, moi, s'il y avait des chefs de service qui travaillaient sur leur tome et qui avaient besoin d'une expérience voilà, dans un autre centre ou autre, ou un peu de conseils sur la saisie des tomes, ou ne serait-ce que de le regarder et de se dire non mais ça va jamais passer, ou retravaille sur tel sujet, ou moi je veux bien être disponible pour repartager avec des praticiens qui voudraient tenter l'expérience. Et puis encore une fois, ouais, c'est du temps, de la pédagogie. Éviter de se disperser parce qu'effectivement, la trame d'organisation médicale, bah, elle ne peut pas répondre aux organisations où le PH, il fait à la fois la visite en musique et il s'absente 2 heures pour aller faire de l'échographie ou de choro. Et puis, la trame d'organisation médicale, ça oblige à tailoriser quand même un peu, en théorie, notre exercice médical, mais ce qui est pas loin de la réalité, hein, parce qu'on est déjà tous sur des activités quand même postées, je pense, au Ah quotidien. oui, non, mais sinon, c'est comme ça qu'on fait des erreurs médicales, hein, Oui. Et puis, en quand on est fait, au, oui, quand oui. on est au four, quand on est au four et au moulin, Et puis surtout quand on frère, est au four, les équipes qui sont moulins pendant ce temps-là, bah, des fois, elles attendent qu'on revienne pour faire de l'activité. Donc c'est du PNM qui est payé et qui n'a pas forcément d'activité derrière. Donc c'est une réelle dépense aussi pour l'établissement. C'est pas très efficient en fait de nous faire bien travailler sûr. comme ça. Et puis, s'il y a un point aussi, mais ça peut rentrer dans les consultations, à pas oublier, enfin, nous, on l'a beaucoup lancé, tout ce qui est télésanté, activité de téléexpertise, télésuivi de patients, ça pourrait faire partie d'un item supplémentaire à rentrer dans le tome, parce que ça prend de plus en plus de temps aux équipes. Alors, on peut ranger ça dans les consultations externes et la téléconsultation, mais on diversifie quand même, on est quand même très fort pour se trouver des nouvelles activités au quotidien, malgré les effectifs qu'on peut avoir, et on cherche toujours à faire plus de boulot quand même. Ouais, c'est Ça vrai marche. qu'on a une spécialité un peu particulière quand on voit qu'on est sur de la médecine comme les médecins et pas comme les chirurgiens. On fait de la vraie médecine hein, avec les réglages de glycémie, des analyses d'hypertension, des biologies, etc. C'est des vraies consultations de médecins. On a l'activité de bloc comme les chirurgiens. On a l'activité d'imagerie comme les imageurs. On a l'activité de PDS comme les réanimateurs et les urgentistes. Et on fait de la réanimation. Ça fait beaucoup de choses, effectivement. Et donc, Ouais. si on Mais ajoute c'est on fait de la c'est télémédecine. la beauté, mais c'est la beauté de notre spécialité. Ouais, ouais, c'est la beauté de notre spécialité, je la trouve, plus ça va, plus je la trouve Mais belle. C'est vrai que la voilà. télémédecine qui s'est rajoutée dessus, Et télécardiologie. cela dit, moi, je regrette que c'est le premier outil, hein, et c'est que le CNCH qui l'a fait. Je pense que je regrette alors que toutes les spécialités ont défini des référentiels. Voilà, donc je regrette qu'il faudrait le diffuser plus amplement, peut-être revoir avec la Société française de cardiologie ou avec le CNP de cardio pour qu'il soit Ouais, peut-être le mieux CNP connu et cardio qui diffusé. pourrait effectivement le diffuser. Alors après, ça va pas être la même chose au CHU, en CH. Il faut, en privé, il y a sûrement Ah, le privé, c'est un peu plus difficile parce que c'est pas les mêmes organisations. ouais, c'est pas les mêmes organisations. Et même CH, CHU, c'est pas tout à fait la même organisation. Ils ont les externes, ils ont les internes. Bon, Donc, on peut faire un volet en tout cas. c'est plutôt adapté au CH. C'est Bon, vrai. on va peut-être, si vous êtes d'accord, conclure. D'abord, on vous remercie tous d'avoir été présents. À ceux qui nous ont écoutés, à ceux qui nous écouteront dans les replays. Et puis, effectivement, bon, voilà, il y avait des informations, je pense, qui sont originales
et importante et qui mérite une suite, hein, parce qu'on n'a pas trop parlé du paramédical qui lui aussi s'intrique. Hein, quand on fait une vacation, on met un médecin d'éco, il faut aussi qu'il ait du paramédic avec, etc. On n'en a pas parlé aujourd'hui. Donc le sujet n'est pas terminé, il y a encore de quoi dire. Merci à tous et donc Merci. on va s'arrêter là si vous êtes d'accord. Merci Bonne, bien. Merci à tous. Bonne soirée. bonne Bonne soirée. soirée à tous. Au revoir.